Bonjour à tous. Vous savez quoi? On n'en a pas fini avec Marcel. La dernière fois, on l'a laissé avec une pompe fonctionnelle. On avait réglé les problèmes de combinaison de tuyaux et de puissance de pompe de façon à faire en sorte que sa pompe puisse fonctionner sans ronronnement. Alors si vous vous souvenez plus de ce qu'on avait fait à ce moment-là, je vous invite à retourner voir la vidéo qu'on avait fait à cette occasion. Donc je vous mets le lien ici en haut à droite. Simplement, maintenant que la pompe de Marcel fonctionne, il a voulu l'utiliser et il s'est construit un magnifique système de goutte à goutte dans son jardin. Il a bien tout installé avec une multitude de petits tubes, de tubes moyens connectés les uns aux autres qui amènent directement l'eau au pied de chaque plante. Et puis, il a branché son système d'irrigation sur le goutte à goutte. Et là... Bon, on peut peut-être arrêter le bruitage à chaque fois qu'il y a un mini suspense là dans la vidéo, non? Et là... il ne se passe rien. Oui, je sais, encore. Eh bien oui, il ne se passe rien. Donc la question est évidemment, pourquoi? Pourquoi bien que la pompe soit fonctionnelle, on a testé le système, tout fonctionne, une fois que c'est branché sur le système de goutte à goutte, ça ne fonctionne plus. Donc je vous laisse, comme la dernière fois, réfléchir à cette question pendant le générique, et évidemment, je vous invite également à proposer des solutions à Marcel pour résoudre ce problème auquel il est à nouveau confronté. A tout de suite! Si la vidéo vous plaît, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut et à la partager avec vos amis. Et si vous ne voulez manquer aucune vidéo de cette chaîne, vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la cloche. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne sur le site internet dédié, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram et sur TikTok. Retrouvez tous les liens en description. Bon visionnage! Alors, vous vous en doutez, le problème provient du goutte à goutte, évidemment. Marcel est là confronté à ce qu'on appelle une perte de charge. Alors, une perte de charge, ça correspond à quoi? Eh bien, on a vu la dernière fois au travers du théorème de Bernoulli que quand un fluide circulait de manière laminaire dans une tuyauterie, en fait, il y avait un terme qui était constant. Et que ce terme était en fait la somme de trois éléments. Donc, on avait P plus le terme ρGz plus 1/2 de ρV carré qui était égal à une constante le long de chaque ligne de courant. Eh bien, la perte de charge correspond en réalité à une perte d'énergie par le liquide. Donc, dans l'expression qui est ici, en fait, ces trois termes sont d'une certaine façon des termes d'énergie. Donc, il y a un premier terme qu'on reconnaît facilement, qui est le terme qui se trouve ici, qui est un terme d'énergie cinétique, qui caractérise en fait la densité d'énergie cinétique présente dans le fluide. On a ensuite un second terme, qui est celui-ci, que l'on reconnaît également, et qui traduit en fait une énergie potentielle, cette fois-ci, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Et puis on a un troisième terme, qui est un terme de nouveau d'énergie potentielle, qui est une énergie potentielle de pression, qui est en fait caractérisée par ce terme P, qui est le terme de pression. Alors, l'énergie cinétique, on la comprend bien, hein, c'est le mouvement du fluide, le mouvement global du fluide. Si un fluide se déplace, il contient en fait une certaine quantité d'énergie cinétique, comme n'importe quel autre solide qui se déplacerait, et cette énergie cinétique peut être restituée si le fluide, par exemple, s'arrête. L'énergie potentielle de pesanteur, on sait aussi faire le lien avec de la mécanique donc du solide qu'on voit d'habitude. Si un objet se trouve en hauteur et qu'on le lâche, il tombe simplement parce que son énergie potentielle de pesanteur se transforme en énergie cinétique au cours de sa chute. L'énergie potentielle de pression, c'est peut-être un petit peu moins intuitif, mais en fait, c'est la traduction directe de ce qu'est en fait la pression, puisque la pression en fait traduit la force qui est exercée par le fluide sur n'importe quel objet qui se trouverait plongé à l'intérieur. En fait, plus un fluide est sous pression, plus il est contraint, en fait, plus il est comprimé, donc contraint. Et ça se traduit par une proximité particulière de molécules qui ont des interactions entre elles qui sont plutôt répulsives. Lorsqu'on va lever les contraintes qui s'imposent au fluide, eh bien le fluide, naturellement, va plutôt avoir tendance à s'étendre, autrement dit, les particules vont s'éloigner les unes des autres. Donc cette énergie potentielle de pression traduit la capacité du fluide à s'étendre dans l'espace si les contraintes qui pèsent sur lui sont levées. Et donc, la perte de charge est en réalité une perte d'énergie. Autrement dit, le fluide va globalement perdre de l'énergie lors de son déplacement dans la tuyauterie. Alors, globalement, cette perte de charge, cette perte d'énergie est le résultat de phénomènes de friction au sein du fluide qui vont transformer en fait de l'énergie cinétique ou de l'énergie potentielle présente dans le fluide en énergie thermique.
Alors, dans des cas simples comme celui que l'on traite ici, eh bien, cette perte de charge va se traduire par exemple, imaginons que le tuyau dans lequel l'eau se propage soit horizontal, on a donc de l'eau qui se propage, autrement dit, un fluide qui va être incompressible, eh bien, dans ce cas-là, comme on va avoir conservation du débit le long de la canalisation, ce qui va être perdu le long de la ligne de courant, lorsqu'il y a des pertes de charge, eh bien, c'est en particulier la pression. On va mettre une forte pression en amont du tuyau, et puis en aval du tuyau, on va observer que la pression n'a pas été répercutée, on a une perte de pression à l'autre bout du tuyau. Et c'est exactement ce qui se passe pour Marcel. Marcel a branché un très grand nombre de tuyaux avec de nombreuses bifurcations et des diamètres qui sont de plus en plus petits dans son système de goutte à goutte. Il a branché le tuyau d'alimentation d'eau donc en entrée et en fait le liquide, lorsqu'il s'est propagé dans le système de goutte à goutte, a subi des pertes de charge et a subi des pertes de charge tellement importantes qu'il n'y a quasiment plus de débit du tout à la sortie du système de goutte à goutte. Autrement dit, la pompe, dans ce cas-là, travaille uniquement à fournir une surpression à débit quasi nul et elle n'arrive pas, du fait du système de goutte à goutte, à produire une surpression suffisante pour réussir à compenser les pertes de charge et à permettre au liquide de sortir à l'autre bout du système de goutte à goutte. Alors, afin de proposer des solutions à Marcel pour irriguer son jardin avec le système qu'il a mis en place, on va essayer de voir quels sont les facteurs qui jouent majoritairement sur la perte de charge, de façon à voir comment on pourrait modifier l'installation qu'a mise en place Marcel, de façon à obtenir effectivement l'irrigation du jardin. Alors, il y a plusieurs facteurs qui influent sur la perte de charge. Tout d'abord, la section. Donc, globalement, lorsque la section diminue, eh bien, la perte de charge augmente. Donc, il vaut mieux avoir un gros tuyau qu'un petit tuyau si on veut diminuer les pertes de charge. Ensuite, on a la viscosité. Donc, lorsque la viscosité augmente, eh bien, de la même façon, les pertes de charge augmentent. Alors, dans le présent cas, on travaille avec de l'eau, donc le liquide est imposé et du coup, on n'a pas beaucoup de latitude pour jouer sur la viscosité du fluide. Alors, on a également la masse volumique. Donc, lorsque la masse volumique du fluide augmente, eh bien, on a également une augmentation de la perte de charge. Alors là, de nouveau, le liquide nous est imposé, c'est de l'eau, donc la masse volumique n'est pas un paramètre sur lequel on va vraiment pouvoir jouer. Ensuite, il y a la longueur du tuyau. Alors, sans grande surprise, plus le tuyau est long, et plus on a une perte de charge le long de ce tuyau. Donc là, c'est un paramètre sur lequel on pourrait éventuellement envisager de jouer en raccourcissant la taille des tuyaux. Et le dernier élément sur lequel on peut jouer, eh bien, c'est le nombre d'obstacles. C'est-à-dire que plus on a d'obstacles dans une canalisation, alors ce qu'on appelle obstacle, ça va être tout ce qui joue sur la forme et la direction de l'écoulement. Donc si vous avez une déviation, si vous avez un coude, si vous avez une bifurcation, si vous avez un robinet, s'il y a une vanne, une mesure de pression par exemple, un indicateur quelconque, donc tous ces éléments-là sont des éléments qui vont générer des pertes de charge. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut proposer à Marcel comme modification de son système pour obtenir quand même une irrigation du jardin sans trop modifier son goutte à goutte? Alors évidemment, la première chose sur laquelle on pourrait jouer, c'est la section des tuyaux. C'est-à-dire ce paramètre-là, on pourrait suggérer à Marcel d'utiliser des tuyaux de plus grande section pour amener l'eau jusqu'au pied donc des plantes qu'il souhaite arroser. Alors évidemment, dans le cas présent, Marcel a déjà construit tout son système d'irrigation. Je pense qu'il ne sera pas particulièrement ravi de devoir tout refaire depuis le début en prenant des tuyaux de section plus grande. Donc on va peut-être partir vers autre chose. Alors, le deuxième paramètre, je disais tout à l'heure, sur lequel on va pouvoir jouer, ce sont les longueurs de tuyaux. Et là, on va peut-être pouvoir commencer à faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut raccourcir certains des circuits. Autrement dit, peut-être qu'il y a des points du système de goutte à goutte qui sont particulièrement éloignés du point source si on prend l'itinéraire qui a été fixé par Marcel. Donc, du coup, on peut proposer à Marcel une possibilité qui est, en fait, d'étudier les différents circuits qu'il a mis en place et d'essayer de raccourcir les trajets suivis par l'eau, autrement dit de rapprocher les différents points de sortie du point source du système d'irrigation. Ça, c'est peut-être possible. C'est pas forcément simple, mais c'est peut-être possible. En revanche, ce qui va être beaucoup plus simple à mettre en œuvre, c'est de jouer sur le nombre d'obstacles en fait qui se trouvent sur le parcours de l'eau.
dans le système d'irrigation. Donc la version la plus simple, c'est en fait si le système d'irrigation possède un certain nombre d'embranchements, de branches en fait, et bien d'installer sur chacune des branches, au départ de chacune des branches, une vanne et ouvrir alternativement chacune des branches une par une. De cette façon, on va diminuer le nombre de bifurcations, on va donc concentrer le flux de liquide dans une seule branche et on va ainsi minimiser les pertes de charge pour le liquide dans cette branche et obtenir l'écoulement. Donc globalement ça se traduit par le fait de diminuer le nombre de bifurcations, d'essayer de faire en sorte que le liquide ait le moins d'obstacles, donc robinet, bifurcation, changement de diamètre des tubes également sur son trajet, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait faisable à l'échelle du goutte à goutte de Marcel. Alors là, la question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce que Marcel peut éventuellement, avant de monter son système de goutte à goutte, prévoir quelles vont être les pertes de charge et ainsi déterminer si le système de goutte à goutte qu'il a prévu de mettre en place sera viable ou pas? Eh bien la réponse est oui, il y a des données qui permettent de faire ce genre de choses. Je ne vais pas exposer ici en détail toutes ces méthodes de calcul, tout simplement parce qu'il en existe énormément. Donc vous voyez par exemple ce petit ouvrage ici qui contient justement tout un tas d'abacs en fait qui permettent de calculer les pertes de charge pour tout un tas de dispositifs en fonction des formes de vannes. Voilà, donc ça, on va pas le traiter en détail aujourd'hui. Si par contre, vous personnellement, vous avez dans le futur à prévoir donc des pertes de charge pour une installation particulière, eh bien sachez qu'il y a des données qui existent pour quasiment n'importe quel type de bifurcation, de coude, de vanne, et que vous avez effectivement tout à fait la possibilité de faire des calculs de pertes de charge prédictifs. Mais alors, ces pertes de charge, d'où elles viennent? Eh bien en fait, si vous voulez, une façon simple de se représenter les choses, c'est que le fluide, quand il s'écoule, en fait, les molécules frottent les unes contre les autres. Quand on a un fluide, ce qu'on appelle donc laminaire, comme on l'a dans les hypothèses qui sont sous-jacentes au théorème de Bernoulli, eh bien les molécules qui composent le fluide, ici, se déplacent toutes ensemble dans la même direction. Et elles se déplacent toutes ensemble dans la même direction et à la même vitesse. Si bien que les molécules se comportent comme si elles ne formaient en fait qu'un grand solide en déplacement sans qu'il y ait de frottement à l'intérieur du fluide. Alors dans la vraie vie, bon bah c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et les molécules en fait se déplacent les unes par rapport aux autres, viennent se cogner les unes contre les autres et tout ça, ça génère du frottement et donc des pertes d'énergie par frottement. Alors, une situation classique dans laquelle on voit apparaître de la perte de charge, c'est lorsqu'il y a de la viscosité dans le liquide. Donc si je représente la même canalisation, cette fois-ci avec un liquide visqueux, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir en fait apparaître ce qu'on appelle une couche limite. Les molécules qui sont immédiatement à proximité du bord de la canalisation vont avoir tendance en fait à coller entre guillemets sur la paroi. Vous imaginez que vous êtes dans un grand couloir avec des murs en crépi sur les côtés. Le couloir est rempli. Hop là. Le couloir est rempli de monde et tout le monde essaie d'avancer dans le même sens. Eh bien, vous doutez bien que si vous êtes la personne qui est collée contre le mur, vous allez éviter d'avancer parce qu'avec le crépi sur le côté, ça risque d'être assez désagréable. Vous allez plutôt essayer de vous éloigner du mur pour continuer d'avancer, ce qui évidemment va provoquer le fait qu'une autre personne va se rapprocher du mur à votre place et donc au final, dans ce mouvement global, eh bien, il y aura toujours des gens qui seront plus ou moins collés contre les murs. Et bien ici, pour le fluide, c'est la même chose. C'est-à-dire que les molécules qui se trouvent au bord de la canalisation vont avoir tendance à coller sur la paroi, si bien que si l'on représente les vitesses de déplacement des molécules que j'ai représentées ici en fonction de leur distance au bord de la canalisation, celles-ci vont être quasiment immobiles. Celles qui sont juste à côté, puisqu'elles sont accompagnées d'un côté de molécules qui sont immobiles, vont avancer en se frottant sur les molécules immobiles, donc vont avancer un petit peu moins vite. Et puis celles qui sont au milieu en fait de la canalisation sont entourées, elles, d'autres molécules qui bougent, si bien qu'on a un profil de vitesse qui va avoir une forme un petit peu comme ça, avec des vitesses qui vont être d'autant plus grandes que le fluide se trouve au milieu de la canalisation. Voilà, donc typiquement le genre de profil qu'on voit apparaître dans la canalisation et qui est le fruit de la viscosité du fluide et qui génère des pertes d'énergie par frottement au niveau de cette couche limite. Donc ce qu'on appelle la couche limite, ça va être la couche qui bouge pas trop, ici,
au voisinage de la paroi. Et on voit un certain nombre de choses apparaître tout de suite par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout d'abord, si on augmente la taille de la canalisation, eh bien on va observer quelque chose de particulier qui est que le profil va avoir une forme légèrement différente. On va plutôt être sur quelque chose qui aura cette forme-là. Donc là, je représente la section droite comme tout à l'heure. Et puis, on va avoir quelque chose qui va être plutôt comme ça. On aura de nouveau une couche limite qui correspond à des vitesses relativement faibles. Donc ici, au voisinage de la paroi. Là également, en bas. Par contre, on voit que la zone dans laquelle le liquide bouge à une vitesse raisonnable, eh bien, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on avait ici dans la canalisation de petite section. Autrement dit, si on a plusieurs canalisations de petites sections, on va globalement réussir à faire avancer moins de fluide à vitesse rapide que si on a une grande canalisation avec une section totale qui représente la même chose que ce qu'on a sur les petites sections. Donc, ça veut dire qu'on a tout intérêt à avoir des canalisations de grandes sections si on veut diminuer les pertes de charge qui sont dues à la viscosité sur les parois des tubes. De la même façon, vous, vous doutez bien que si le fluide est moins visqueux, eh bien, il va avoir moins tendance à coller sur les murs et les frottements vont être moins efficaces au sein du fluide, si bien que l'épaisseur de la couche limite va diminuer et donc on aura moins de perte de charge. Enfin, en ce qui concerne la longueur du tuyau qu'on a vu tout à l'heure, eh bien tout simplement la perte de charge se fait sur chaque portion d'écoulement du liquide, donc plus on a de portions sur lesquelles le fluide s'écoule, plus on a de perte de charge. Un autre phénomène qui peut être responsable de perte de charge, c'est l'apparition de turbulences. Par exemple, lorsqu'on a un profil qui s'évase de manière brutale, donc on aurait par exemple une canalisation comme ceci et puis juste derrière un évasement brutal ici, et bien en fait le fluide, lorsqu'il va s'écouler dans la canalisation, ici, va partir sous forme par exemple d'un écoulement laminaire, et quand on va arriver au niveau de l'élargissement brutal, on va avoir des espèces de tourbillons comme ça qui vont apparaître. Et ces tourbillons vont être autant de zones dans lesquelles le fluide va frictionner sur lui-même et donc va générer des pertes d'énergie par friction, autrement dit par frottement. Donc on va avoir de la perte de charge également dans ce cas de figure. Donc typiquement pour ce genre de circonstances, une façon de contourner le problème, eh bien c'est d'avoir un évasement progressif de façon à minimiser en fait les turbulences dans le système. Voilà, donc je vous propose d'en rester là avec la présentation de ce que sont les pertes de charge. Donc je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui est disponible déjà sur la chaîne qui vous présente un petit peu une maquette permettant de mesurer ces pertes de charge. Donc je vous mets le lien comme tout à l'heure dans une petite fiche là-haut. Je vous invite évidemment à aller la voir. Et puis donc sinon on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!